Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue, édition spéciale consacrée à l'attentat à la voiture bélier qui s'est produite à Jérusalem dans le quartier d'Armon Hanatziv. Le bilan est lourd, 4 morts et une dizaine de blessés. 8 d'entre eux seraient dans un état critique. Un camion a foncé sur des piétons positionnés à hauteur de la promenade de ce quartier sud de la capitale israélienne. D'importantes forces de sécurité et de secours sont sur place. Le terroriste a pu être neutralisé par la police. Pour en parler avec moi, Maurice Yvergan, bonjour, Isabelle Dajou et Jonathan Serrero. Alors, on pensait qu'avec ces fêtes de fin d'année, on avait retrouvé de la sérénité, du calme, Maurice Yvergan. Il se trouve que cet attentat nous ramène à la triste réalité. Nous ramène à la triste réalité. Le dernier attentat en date d'ampleur à Jérusalem, c'était au mois d'octobre. En décembre, il y a eu un petit incident au couteau. Mais disons, ça faisait quelques mois et on a passé des fêtes de fin d'année relativement calmes. La ville se remettait un peu du choc de ce qu'on a appelé l'intifada des couteaux. Les touristes étaient plus ou moins au rendez-vous pour ces fêtes de Noël et de fin d'année. Et puis aujourd'hui, il y a un camion qui a foncé sur un autobus de touristes. Le bilan, vous l'avez dit, est très lourd. 4 morts et au moins 8 personnes dans un état grave, sinon critique. Ce qu'il faut attendre donc à un bilan provisoire et qui risque de s'alourdir. Et nous allons retrouver sur place Daniel Haïk. Daniel Haïk, bonjour. Vous êtes donc notre envoyé spécial. Que s'est-il passé exactement et comment est-ce possible qu'un attentat de ce type puisse encore arriver à Jérusalem, une ville qui est quand même sécurisée? Oui, une ville qui est sécurisée, mais il faut comprendre le contexte dans lequel cet attentat s'est produit et le terrain sur lequel il s'est produit. Il faut préciser que nous sommes à Armon Hanatziv, à l'entrée de ce quartier d'Armon Hanatziv, sur ce qu'on appelle la Taïelette, la promenade d'Armon Hanatziv, qui est un endroit splendide, qui offre un panorama particulièrement attirant sur la vieille ville de Jérusalem, ou même sur une grande partie de l'est de Jérusalem. C'est là que se trouvait apparemment un groupe de soldats israéliens qui étaient dans le cadre d'un séminaire d'études, comme cela se déroule très régulièrement. Et apparemment, ce que l'on sait, c'est que donc le terroriste au volant de ce camion Mercedes a foncé en direction d'un groupe de soldats qui se trouvaient sur l'herbe, en train de se reposer apparemment. Et il a donc percuté de nombreux soldats. Ce sont les soldats qui ont été blessés et tués. Ce groupe, apparemment, sous le camion, eh bien, il y aurait eu encore, il y a quelques instants, des corps ou des blessés très sérieusement atteints. Les forces de sécurité ont très rapidement neutralisé, et ça il faut le souligner, le terroriste au volant de son camion, puisqu'on a recensé une quinzaine d'impacts sur le pare-brise de ce camion. C'est ce que l'on sait pour l'instant. Effectivement, il faut rappeler que Armon Hanatziv, c'est un quartier de la partie est de Jérusalem, un quartier juif de la partie est de Jérusalem, qui est mitoyen de notre quartier, Tzur Bacher, Djalbel Boukaber. Ce sont des quartiers arabes qui sont mitoyens de ce quartier d'Armon Hanatziv, et c'est dans ce quartier que se sont déjà produits plusieurs attentats au début de l'intifada des couteaux, il y a de cela un peu plus d'un an et 3 mois. Et il faut avouer que quelque part on a été apparemment un petit peu pris de court ce matin, mais comme je le disais tout à l'heure, les forces de sécurité ont tout de même réagi assez rapidement, neutralisant le terroriste. Daniel Haïk, il n'y a pas de dispositif de sécurité qui sépare Tzur el-Bacher de ce quartier d'Armon Hanatziv et qui permettrait justement de filtrer le passage des camions et des voitures? Non, il faut voir d'abord d'où venait le camion. Est-ce qu'il venait effectivement de Tzur Bacher ou est-ce qu'il venait du centre du quartier, par exemple, de Talpiot. Ce n'est pas encore tout à fait clair, mais il n'y a rien qui sépare effectivement. Il n'y a rien, si ce n'est un poste de police à l'entrée du quartier de Tzur Bacher, qui est en contrebas de ce que l'on appelle le palais du gouverneur. C'est là que résidait le gouverneur des Nations Unies avant le gouverneur britannique avant donc la création de l'État d'Israël. Rien apparemment ne sépare les deux quartiers et on peut y circuler tout à fait normalement. Il y a même à l'intérieur même du quartier de Tzur Bacher, il y a même une enclave israélienne avec quelques maisons qui appartiennent à
des habitants des habitants juifs qui se sont installés sur place. Donc véritablement, les deux quartiers sont imbriqués l'un dans l'autre, et cela peut-être explique pourquoi ce camion a réussi à passer si facilement. Mais à Jérusalem, vous le savez Maurice, les deux populations sont imbriquées l'une dans l'autre, et il est possible, il n'est pas rare qu'un camion conduit par des Palestiniens puisse circuler dans des zones totalement israéliennes. Donc tout cela, il faudra voir maintenant, les policiers, l'enquête de la police devra déterminer comment ce camion a réussi à arriver sur place et à percuter de la sorte tant de soldats. Il y avait non seulement des soldats, des touristes aussi. C'est un lieu très fréquenté par les touristes et surtout par les soldats qui viennent y faire des cérémonies. Ils reçoivent justement leur diplôme et certaines choses. Oui, effectivement, il y a de par son caractère géographique tout à fait particulier, de par sa situation qui permet de montrer l'ensemble de l'Est de Jérusalem, de montrer en particulier le mont du Temple et la vieille ville de Jérusalem, c'est un site extrêmement prisé, très fréquenté, où on aime se promener. Il y a effectivement beaucoup de touristes, et il y a donc effectivement aussi, il y avait ce matin, dimanche matin, beaucoup de soldats sur place, malheureusement. Est-ce qu'on peut imaginer, Daniel Haïk, que cet attentat a été prévu seul ? C'est encore difficile de le dire. Il faudra voir. Si on doit se référer aux précédents attentats de ce type, des attentats au camion bélier à la voiture bélier auquel on a assisté, en particulier autour des fêtes de Soukhot l'année dernière et au cours des deux années précédentes, il n'y a pas eu de préméditation à 100%. Ce sont des attentats de loups solitaires, de Palestiniens qui décident de projeter leur véhicule contre des passants, contre des Israéliens qui attendent à un arrêt de bus ou à un arrêt de tramway. Et là, apparemment, le terroriste a dû apercevoir ce groupe de soldats qui se trouvait sur place, et il a projeté son camion en direction de ce groupe. C'est difficile de savoir s'il est prémédité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'informations qui ont été lancées de la part d'organisations terroristes palestiniennes pour lancer ce type d'attentat. Merci beaucoup, Daniel Haïk. Jonathan Serrero. Justement, sur les circonstances de cet attentat, on en sait plus à l'heure où je vous parle. On sait que le camion a foncé donc sur le groupe de soldats, puis a fait une marche arrière et a foncé à toute vitesse en marche arrière sur les soldats. Trois blessés seraient encore pris au piège sous le camion terroriste. Une tragédie pour cette nouvelle année, Maurice Ifergan. Mais comment expliquez-vous que cette ville de Jérusalem ne soit pas plus sécurisée ? Écoutez, elle est déjà sécurisée, mais il faut savoir une chose qui est assez importante du reste, c'est que ce quartier d'Armon HaNatsiv est un quartier, comme vous l'a dit Daniel Haïk, à l'est de la ville, et que c'est là que se prépare le transfert éventuel de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Il y a déjà des bureaux du consulat des États-Unis qui sont à quelques centaines de mètres du lieu de l'attaque. Peut-être qu'il y a là... Vous pensez que c'est en réponse justement à la prévision du déplacement de cette ambassade des États-Unis à Jérusalem ? C'est vous qui me le faites dire, je ne l'ai pas dit. Je constate que c'est à quelques 100 mètres du lieu de la future ambassade des États-Unis à Jérusalem qu'a eu lieu cette attaque. Une manière peut-être de dire, regardez, il n'en est pas question, ou nous serons là pour apporter une réponse à cette volonté d'installer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem et justement dans le quartier d'Armon HaNatsiv. Juste ajouter que les dirigeants palestiniens ont durci le ton avec Donald Trump en lien justement avec cette volonté de la prochaine administration américaine de transférer l'ambassade des États-Unis en Israël à Jérusalem. Isabelle Dajou, ce mode opératoire est connu à Jérusalem, les voitures béliers. Bien oui, la voiture est une arme imprévisible. La voiture bélier régulièrement utilisée par les Palestiniens contre les Israéliens. 30 attaques utilisant des véhicules ont été menées les plus souvent en Cisjordanie depuis octobre 2015, obligeant justement les autorités à prendre des mesures spécifiques pour sécuriser les lieux les plus exposés. Il faut savoir aussi qu'en 2014, les tracteurs et en 2008, des bulldozers avaient aussi
fait des dégâts. Alors on a entendu d'une deuxième attaque, peut-être un accident dans le quartier d'Aroma. Jonathan a été écartée par les services de police. D'accord, parce qu'au départ on a pensé à un double attentat, ça n'est donc pas le cas. Non, c'est pas le cas. Il y a toujours un peu une période de quelques minutes de paranoïa après un attentat. Chaque voiture, chaque camion devient suspect, mais là en l'occurrence à Roma il s'agissait d'un accident de la circulation tout simplement. Mais il faut rajouter une chose, Valérie, à votre question. Est-ce qu'on ne peut pas sécuriser cette ville? Cette ville est déjà extrêmement sécurisée. On a eu sur ce plateau les Yassam, les unités spéciales de la police, le porte-parole de la police qui nous a expliqué qu'il n'y a pas de sécurité à 100%. C'est absolument impossible. Par contre, on peut faire le maximum de prévention et de filtrage pour éviter le maximum d'attentats, mais c'est impossible d'éviter à 100%. Et la réponse réactive aussi par les personnes du service de police qui arrivent très rapidement sur place. Alors justement, les services de police israéliens ont pris la direction de la maison du terroriste dans le quartier de Jamel Moukaber, cité tout à l'heure par Daniel Haïk. En ce moment, une opération de police donc est menée au domicile du terroriste. D'ailleurs, le Yassam qui était venu sur ce plateau et qui nous avait dit, alors qu'on était à quelques jours justement de l'attentat de Berlin, qu'un attentat comme ça ne pouvait pas se reproduire en Israël. La preuve en est aujourd'hui. La preuve que oui, c'est possible. La preuve qu'un terroriste isolé qui décide du jour au lendemain de lancer son camion sur une foule ou sur un groupe de soldats peut le faire. On ne peut pas surveiller chaque personne. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la promenade de ce quartier d'Armon Nassiv est une promenade, je vous l'ai dit, touristique. Il y a là-bas des systèmes de vidéosurveillance assez sophistiqués. On ne tardera pas à avoir des vidéos de cet attentat, je le suppose, et vous verrez que c'est pas toujours évident. Il y a de nombreux cars de touristes qui stationnent le long de la promenade pour amener les touristes, et notamment en période de fête, les touristes chrétiens qui veulent voir Armon Nassiv et surtout le mont du Temple et le Saint-Sépulcre de loin, avoir une belle photo, mais c'est impossible à assurer une sécurité à 100%. Et nous sommes au téléphone avec Elie Carmon, expert antiterroriste à l'université de IDC de Herzliya. Elie Carmon, bonjour, merci de répondre aux questions d'I24 News. Alors on pensait qu'on est arrivé à une certaine sérénité pour justement ces fêtes de fin d'année et malheureusement, on commence l'année avec un tragique attentat. Oui, malheureusement, il y a déjà 5 jours, il y a eu une tentative de tuer des soldats de garde frontière près de Jenin, le 3 janvier. Et au mois d'octobre, il y a aussi une ou deux tentatives de ce genre d'attentat qui n'est pas neuf. Dans le cadre de cette vague d'attentats qui a commencé en septembre, on a vu plusieurs tentatives, certaines tentatives réussies, de tuer des civils ou des militaires à travers l'utilisation de voitures normales, c'est-à-dire voitures de passagers ou même des camions. Je crois que le fait même qu'en Europe, il y a eu des succès, tant en Allemagne comme en France, ça aussi peut incentiver, motiver les Palestiniens à continuer ce genre d'attentats qui sont très difficiles, comme on l'a dit, d'être arrêtés au moment où il y a quelqu'un déjà au volant. Elie Carmon, généralement, il y a une revendication après ce type d'attentat où les organisations terroristes ne revendiquent jamais ces actes qu'on dit spontanés ou de loup solitaire. Non, on a vu que dans ces derniers mois, disons cette dernière année, la majorité des attentats n'étaient pas revendiqués par des organisations spécifiques, quoique, à mon avis, une grande partie des terroristes individuels étaient liés d'une manière ou d'une autre au Hamas, soit à travers des familles qui étaient membres de familles qui avaient en prison des cousins ou des frères membres du Hamas, soit parce qu'ils étaient motivés par l'incitation du Hamas sur l'Internet et sur la télévision. Et on voit ce phénomène aussi pendant les cérémonies quand on va
enterré ces terroristes. Beaucoup de fois, il y a les drapeaux du Hamas qui sont présentés. Donc il y a une influence de cette incitation du Hamas. Mais la majorité, quand même, ce sont des individus qui décident au dernier moment de faire cet attentat. C'est très difficile de les arrêter. Oui, mais alors comment vous expliquez qu'il n'y a pas plus de sécurité justement entre ces villages arabes et la ville de Jérusalem où il y a de nombreux justement attentats comme ça à la voiture piégée? Mais il y a plein de, je crois, de camions qui se meuvent à Jérusalem. Il y a beaucoup de citoyens d'origine arabe qui travaillent dans la construction et qui sont les chauffeurs de camions ou de bulldozers. Et donc ils peuvent utiliser ils peuvent prendre, disons, contrôle d'un camion et les utiliser. Et c'était difficile de les arrêter. On a vu, même comparé avec ce qui se passe en Europe, le terroriste a été tué très rapidement après la première tentative de tuer, malheureusement une tentative réussie. Eli Carmon, je crois quand même qu'il faut revenir sur cette question de la responsabilité. Généralement, ce type d'attentat a toujours lieu en période d'incitation à la violence sur le fond d'incidents sur le mont du Temple. Or, ces dernières semaines, le mont du Temple était calme, il ne s'est pas passé grand-chose. Est-ce que l'incitation continue et qui pourrait expliquer le geste de ce chauffeur de camion? C'est possible que toutes les informations maintenant dans les médias sur la décision ou au moins la proposition du président candidat Trump de faire transférer l'ambassade américaine à Jérusalem peut influencer ou peut motiver certaines personnes. Et on a vu des dirigeants politiques comme Saïd Arikat et d'autres qui ont déclaré que cela pourrait provoquer une nouvelle intifada où on a vu par exemple dirigeants religieux palestiniens qui travaillent pour l'autorité palestinienne déclarer que c'est une menace pas seulement aux Palestiniens mais pour le monde musulman. Ce genre de déclarations peuvent influencer certaines personnes pour prendre cette décision de tuer des Israéliens et de montrer qu'ils sont opposés à ce genre de propositions. Des explications que nous avons eues notre correspondant sur place, Daniel Yaïk, et de ce que vous dites, je commence à comprendre qu'il s'agit d'un arabe israélien. Je veux dire, ce n'est pas un camion palestinien qui venait des territoires, qui a chargé sur un groupe de soldats israéliens, mais un camion qui était immatriculé en Israël. Oui, mais ça vraiment peut se passer. C'est pas la première fois qu'il y a des Palestiniens, citoyens d'Israël qui sont à l'origine de ce genre d'attentat. Mais en général, si on regarde les statistiques, le nombre de citoyens arabes, je ne parle pas ceux qui vivent à Jérusalem, je parle de ceux qui vivent dans Israël même, est minime comparé à celui des Palestiniens de la Cisjordanie. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal parce qu'on avait coutume de dire ces derniers mois que finalement il y avait de plus en plus d'Arabes israéliens vivant à Jérusalem qui voulaient obtenir la nationalité israélienne ou du moins une carte d'identité pour des questions d'emploi, de travail et de bien-être social? Il y a ici un paradoxe parce qu'il y a beaucoup de Palestiniens qui veulent vivre une vie plus tranquille et qui veulent gagner leur vie et savent que comme citoyens israéliens, ils ont plus de droits de mouvement, ils peuvent aussi avoir des assurances sociales, mais en même temps, toujours dans cette multitude de citoyens palestiniens, il y a ceux qui considèrent que ce qui se passe, c'est une menace ou à l'autorité palestinienne, ou à l'Aqsa, la mosquée, et ainsi de suite. Merci beaucoup Eli Carmon. Restez avec nous. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes en édition spéciale consacrée à l'attentat à la voiture bélier qui s'est produit à Jérusalem dans le quartier d'Armon HaNatsiv. Le bilan est lourd, 4 morts et une dizaine de blessés. 8 d'entre eux seraient dans un état critique. Un camion qui a foncé sur des piétons positionnés à hauteur de la promenade de ce quartier sud de la capitale israélienne. D'importantes forces de sécurité et de secours sont sur place.
Le terroriste a pu être neutralisé. Alors on sait que dans ces 4 personnes tuées, il y a 3 femmes et un homme dans la vingtaine. Maurice Fergan, une bien triste manière de fêter cette nouvelle année. Dramatique même, je dois dire, parce que ce sont des soldats, ce sont des enfants, ils doivent avoir la vingtaine, ils doivent avoir commencé leur parcours militaire, et donc on a appris que ce camion a foncé sur un groupe de soldats qui étaient au repos, justement sur une pelouse, après avoir peut-être prêté serment, je ne sais pas très bien ce qu'ils faisaient sur cette promenade, mais ce qui est incompréhensible, c'est que généralement dans ce genre de situation, de cérémonie, il y a toujours, malgré tout, un groupe de soldats qui reste chargé de la garde et de la sécurité des autres qui participent à une cérémonie. Donc là, il va y avoir des questions qui vont trouver des réponses, je l'espère. Pourquoi la sécurité autour de ce groupe de soldats n'était pas maximale et assurée absolument comme il le faut? En tout cas, la sécurité est arrivée sur place. Le Magen David Adom a évacué 15 blessés vers l'hôpital Hadassah Medical Center. D'après le chef du groupe de soldats qui a été blessé, ils étaient venus tout simplement participer à un événement culturel organisé par Tsahal pour donc venir visiter cette promenade Armon HaNatziv très fréquentée, comme on l'a dit, à Jérusalem. Oui. Mais pourquoi n'ont-ils pas laissé une garde qui est chargée de surveiller le reste du groupe qui participe, comme vous l'avez dit, à des activités touristiques, je veux bien, mais malgré tout, ce sont des soldats en uniforme qui peuvent être effectivement une cible de choix pour les candidats au terrorisme. Mais à chaque fois qu'il y a ce genre d'attentat, on semble surpris que ça puisse arriver. Pourquoi une fois pour toutes, on ne prend pas justement des mesures pour sécuriser ces frontières, Maurice Fergan? Écoutez, il n'y a pas de frontière à l'intérieur de Jérusalem, il n'y a pas de frontière entre l'Est et l'ouest de la ville. La ville est ouverte, comme vous l'a expliqué Eli Carmon, tout le monde peut circuler avec une carte d'identité israélienne des 2 côtés de la ville, et donc c'est pratiquement impossible, et même peut-être pas souhaitable du point de vue des autorités israéliennes, d'établir une différence entre les 2 parties de la ville. Politiquement, c'est quelque chose qui est problématique. Lors d'un précédent attentat, je crois même qu'il s'agissait encore une fois d'un attentat à Armon HaNatziv, il avait été question de placer des bétonnades pour séparer le quartier de Tzur el-Bacher du quartier d'Armon HaNatziv. Ça a donné lieu à un tollé politique en disant que le Premier ministre n'assurait pas l'unité de la capitale. Justement, on avait installé lors de l'intifada des couteaux et des émeutes de septembre 2015 des barrages filtrants autour des villages de Jérusalem. Là aussi, la mesure avait fait un tollé dans le landerneau politique israélien, et au fur et à mesure, les mesures ont été allégées. Oui, parce que vous parlez justement de ce quartier, mais tous les quartiers finalement de Jérusalem sont entourés comme ça de villages arabes, donc ça peut arriver n'importe où. Ils sont tous imbriqués les uns dans les autres, ça peut arriver à tout moment. Vous savez que quand vous prenez le tramway par exemple qui va du sud au nord de la ville, donc qui va pratiquement de Malcha, la station de train de Malcha, jusqu'à Pisgat Ze'ev au nord, il passe par des quartiers peuplés d'arabes et peuplés de juifs orthodoxes, et souvent il y a des incidents, et on dit, la rumeur raconte qu'il y a certains religieux qui descendent du tramway pour passer en sécurité à travers les villages arabes et ne pas passer en tramway de peur de recevoir des pierres ou d'être attaqués. Donc il y a une tension qui existe, c'est vrai, entre les quartiers juifs et les quartiers arabes. Cette tension parfois mène à des violences, à des mini-émeutes, à des désordres. Le reste du temps, les 2 populations vivent de façon pacifique. Il ne faut pas imaginer que c'est la guerre permanente à Jérusalem. Les Juifs vont dans les supermarchés où il y a des Arabes et inverse, et tout le monde arrive à travailler et à vivre ensemble. Maintenant, il y a des moments où il y a un terroriste qui a envie, qui désire perpétrer un acte. Pourquoi, comment, où? Ça, c'est les questions auxquelles doivent nous répondre aujourd'hui les services de sécurité et la police, mais ça peut arriver à tout moment. Et nous sommes en ligne avec Jonathan Chiche. Vous êtes donc secouriste à United Hatzalah. Merci de répondre aux questions du 24 News. Alors, vous êtes sur place. On nous décrit une rue jonchée de corps. Qu'en est-il exactement? Alors oui, c'est un état catastrophique. Un terroriste, a priori, au volant d'un camion, fonce dans la foule sur la promenade du quartier d'Armon HaNatziv à Jérusalem, tue immédiatement 3 personnes en tout cas, d'une vingtaine d'années, 3 femmes, en blesse une quinzaine d'autres. Les volontaires d'Hatzalah sont dépêchés immédiatement sur les lieux. On retrouve des personnes qui ont été tout simplement
où le camion tout simplement a roulé dessus, les personnes sont coincées même sous le camion. Encore maintenant, voilà. encore maintenant. Alors à l'heure actuelle, les victimes ont été traitées sur place immédiatement, donc par les secours d'Assala, et ont été tout simplement envoyés dans les divers hôpitaux de la ville. Et les secours sont arrivés très vite, Jonathan? Assez rapidement, il se trouve que voilà, notre unité de moto-ambulance a été dépêchée immédiatement sur les lieux. On va dire en 90 secondes, on avait déjà le premier secouriste sur place qui commençait déjà à faire état des lieux et de réclamer à la centrale d'Atsala de dépêcher immédiatement des renforts et des paramédics sur place vu l'état de la situation. On fait état dans les blessés d'un grave, 4 moyens, 10 légers dans les 2-3 hôpitaux de la ville de Jérusalem. L'hôpital Arad Sophie n'est pas très loin. Je suppose que certains blessés ont été transférés dans cet hôpital universitaire. Oui, tout à fait. D'accord. Et au centre-ville? Voilà, à Sharet Tzedek, donc on a la personne la plus grave à Sharet Tzedek, 4 moyens, a priori 3 à Dassa, il me semble, et non, soit 2 sur Sharet Tzedek, le plus grave et 1 moyen, 2 autres à Dassa, et les 10 autres qui sont blessés légers, qui ont été traités immédiatement sur place. Et qu'est-ce qui est prévu justement pour dégager ces personnes qui sont sous le camion encore? À l'heure actuelle, on s'occupe de toute façon de nettoyer la promenade pour qu'on puisse retrouver une situation normale. Les personnes qui sont les plus graves vont être dépêchées immédiatement dans les hôpitaux. Voilà, nous sommes donc avec les différents services de secours sur place. Et nous allons donc terminer le travail d'ici une petite demi-heure. Merci beaucoup Jonathan Chiche. Alors qu'on vient d'apprendre que la réunion de sécurité a été annulée, je vous rappelle que nous sommes en édition spéciale consacrée à l'attentat à la voiture bélier qui s'est produit à Jérusalem dans le quartier d'Armon à Natsiv. Le bilan est lourd, 4 morts et une dizaine de blessés. 8 d'entre eux seraient dans un état critique. Un camion a foncé sur des piétons positionnés à hauteur de la promenade de ce quartier sud de la capitale israélienne. D'importantes forces de sécurité et de secours sont d'ores et déjà, vous vous en doutez, sur place. Le terroriste a pu être neutralisé par la police. Restez avec nous, on revient sur ce tragique attentat dans quelques instants. Restez là.